a publié des résultats financiers ici pour, je pense, son deuxième trimestre. Comme d'habitude, le marché n'a pas apprécié cela et je pense qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on fait du moins 13% sur cette compagnie. Alors, comme d'habitude ici, hein, le marché, vous allez avoir tendance à paniquer ou bien vous poser 1 milliard de questions. Revenez toujours à la base. La base, c'est toujours l'avantage concurrentiel de cette compagnie. Est-ce qu'il est de plus en plus large? Est-ce qu'il est de plus en plus en décroissance? Est-ce qu'il est de plus en plus en croissance? Et dans le segment ici de tout ce qui concerne les Life Science Tools and Services, dans le groupe School, j'avais publié il y a quelques temps, je ne l'ai jamais dit, hein, de manière générale, ceux qui sont dessus, vous savez, c'est à l'intérieur. Euh, je vais d'ailleurs publier de plus en plus des notes d'analyse sectorielle dessus, mais pour le moment, c'est juste les perspectives du Q2 2026. Donc, vous pouvez voir sur tous les secteurs d'activité. On a la finance, on a la santé, industrielle, technologie, matériaux, immobilier, services, énergie, consommation de base, consommation discrétionnaire, services de communication. C'est vraiment des. Qu'est-ce que je pense enfin, quelles sont mes perspectives, donc mes attentes pour le Q2 2026. Donc vous pouvez aller voir ici que très souvent au niveau du secteur de la santé, tout ce qui concerne ici les Life Science Tools and Services, nous prévoyons ici une croissance du bénéfice par action globalement, comme au premier trimestre. Nous pensons qu'une croissance stable des ventes dans les marchés pharmaceutiques de base ainsi qu'une reprise graduelle ici des dépenses gouvernementales et universitaires. Donc c'est ça qui va m'intéresser. La reprise graduelle des dépenses gouvernementales et universelles aideront ici à compenser les vents contraires liés à la politique chinoise. Donc également, ce sont les éléments qui vont m'intéresser. Donc les mots-clés, c'est gouvernement universitaire, reprise, ou gouvernement académique, reprise. Chinois, à peu près, on savait que les contraintes chinoises sont lesquelles. Attention, allez-y vérifier parce que tout ce secteur est menacé par cet élément-ci. Parce que le gouvernement chinois veut acheter en gros, mais également veut favoriser les champions nationaux. Voilà, ce genre d'éléments-là, parce qu'il ne veut pas se retrouver dans une situation où on va favoriser, où ils n'auront pas la possibilité d'acquérir ici le matériel le plus sophistiqué ici pour le domaine de la santé. Donc, vont être un tout petit peu indépendants. Donc, ce sont à peu près les tendances de fond qu'il y a dans ce secteur d'activité en date d'aujourd'hui. Ceux qui ont accès ici aux notes d'analyse sectorielles dans le groupe, dans Podia, vous allez voir qu'on en a parlé il y a très longtemps de manière générale. Les tarifs douaniers également, donc la hausse des coûts de carburant pour le transport et tous ces éléments-là. Donc, ce sont des éléments qu'on doit avoir tendance à surveiller quand moi je vais écouter les conférences call. Donc, dépenses gouvernementales, dépenses académiques, politique chinoise, tarifs douaniers et tout ce qui concerne ici les coûts adjacents ici, notamment au niveau du fret. C'est ce que je vais avoir tendance ce sont les éléments qui vont avoir tendance à m'intéresser dans le conference call. OK? Donc, vous pouvez, pour ceux qui sont dans le groupe School présentement, vous pouvez à peu près prendre connaissance de ces différents éléments-là. Donc, revenons ici parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler des résultats de cette compagnie. Ce n'est pas le but de ma vidéo. On en parlera dans une autre vidéo, sans doute ici, voilà, après la mise à jour ici de l'analyse sectorielle. Donc, je vais parler du mode de manière générale. Il y en a deux, essentiellement. Le coût de changement et l'actif intangible. Le mot est qualifié de large et il est en croissance. Maintenant, quand on parle de coût de changement ici, une fois qu'un laboratoire pharmaceutique, et vous savez que c'est l'un des mots que j'apprécie, et vous allez remarquer que dépendamment des secteurs d'activité, on a à peu près généralement le même type de mot. Une fois qu'un laboratoire pharmaceutique ou un hôpital installe un appareil d'ANA-R, qu'il s'agisse d'un séquenceur, d'un système de bioproduction ou d'un analyseur de diagnostic, il doit ensuite utiliser les consommables réactifs et services spécifiques compatibles avec cet appareil pendant toute sa durée de vie, souvent de nombreuses années, en particulier donc, dans les procédés de fabrication pharmaceutique validés en particulier dans les procédés ici de fabrication pharmaceutique validés ou changer de fournisseur de consommables obligerait à revalider l'ensemble du procédé de fabrication auprès des autorités réglementaires. C'est une friction qui est bien plus lourde qu'un simple changement de fournisseur classique. Donc, elle touche ici la conformité réglementaire elle-même, ce qui explique pourquoi Morningstar va considérer cette compagnie comme ayant un mode large et du même type que Thermo Fisher. Ici, vous avez les différentes preuves par rapport aux éléments, pourquoi est-ce qu'il mentionne cela. Ensuite, le deuxième avantage dans ce type d'entreprise, vous allez à peu près avoir les actifs intangibles, donc le savoir-faire ici. Et bon, enfin, dans le savoir-faire, Danaher a créé quelque chose de très particulier ici. Je pense que c'est leur politique DBS ici, donc leur politique ici d'amélioration continue. On va le dire comme ça, parce que Danaher croit par acquisition. Ils ont tendance ici à relever ici les marges opérationnelles des différentes entreprises dont ils font l'acquisition. Donc, et je pense que le DBS fonctionne également. Bon, bref, on n'est pas là par rapport à ça, mais c'est un élément qu'il faut avoir tendance à regarder parce que c'est leur marque de fabrique. C'est très particulier chez eux. Et très souvent, même les gestionnaires de Danaher sont très recherchés dans d'autres entités.
Donc, Danaher détient un portefeuille de marques et de technologies propriétaires de premier plan dans chacun de ces domaines, bioproduction, diagnostic, instrumentation scientifique, construit en grande partie par acquisition puis renforcé par son système interne d'amélioration continue qu'on appelle le DBS. Donc, un système propriétaire que la direction et Morningstar créditent tous les deux d'accélérer la croissance et les marges des entreprises rachetées. Donc, ce savoir-faire opérationnel répétable, plutôt qu'un seul brevet ou une seule marque isolée, constitue un véritable actif intangible. Donc, Morningstar reconnaît également explicitement à Danaher une stratégie d'investissement et une exécution jugée reproductible, donc une reconnaissance rare pour une entreprise de cette taille. Donc, en termes d'effet de réseau, on n'en a pas ici. En termes de coût de production également, pas présent. En termes de contre-positionnement ici, pas présent. Au niveau ici des risques, la dépendance à la demande de la recherche académique et gouvernementale constitue un risque immédiat et bien documenté. Le segment Sciences de la vie a souffert de contraintes de financement dans la recherche académique. Pourquoi? Particulièrement aux États-Unis et en Chine, montrant que le mode protège la fidélité des clients existants, mais ne protège pas contre une contraction générale de la demande sectorielle sous-jacente. Donc, ce n'est pas... Enfin, la contraction générale, elle est temporaire ou durable. Ici, je pense qu'elle est plutôt temporaire. Donc, un second risque ici, plus structurel et propre à la stratégie même de Danaher, tient à sa dépendance aux acquisitions pour alimenter sa croissance. Il faut faire attention quand une entreprise croît par acquisition. OK? Donc, Morningstar reconnaît explicitement les risques associés à cette stratégie d'acquisition, même si elle juge l'exécution suffisamment reproductible pour justifier le relèvement du mode à large. Donc ici, on va se dire que c'est une entreprise qui a quelque chose d'intéressant, surtout au niveau du switching cost, parce que près de 80% ici des produits qu'elle vend sont à peu près liés à une stratégie à la razor blade, donc rasoir lame. Techniquement, cette stratégie veut dire que quand vous achetez un rasoir ici, en fait, le vrai business, ce n'est pas le rasoir, c'est la lame de rasoir, parce que c'est inconsommable. Donc, c'est ça qu'il faut avoir tendance à regarder. On ne veut pas vendre une grosse machine, on veut vendre une machine avec des consommables derrière. Et donc, ce qui lie généralement ici le client sur des décennies ou bien des années par rapport au même produit, parce qu'il n'aura pas le choix. On parle de la santé ici, donc ce sont des éléments, parfois ici des éléments qu'on va à procédure unique ici, donc on va avoir tendance à changer régulièrement. Donc, ici, ensuite, on va aller regarder ici au niveau des chiffres, parce que s'il y a un mode, s'il est large, est-ce que ça se voit au niveau des chiffres? Premier niveau ici, c'est la marge brute. La marge brute, est-ce qu'elle est stable? Elle est stable et en croissance. On aime ça. La marge EBITDA, est-ce qu'elle suit à peu près la même tendance que la marge brute? Comme vous pouvez le voir également ici, la marge EBITDA suit la même tendance. On aime ça. Ensuite, on va regarder ici le net income et le free cash flow. Aussi, les deux vont dans le même sens. Donc, free cash flow, 1, 2. Vous voyez ici que le free cash flow a tendance à être plus élevé que net income. Vous allez me dire que mais pourquoi est-ce qu'il y a une explosion ici? Donc l'entreprise est en décroissance? Non. La pandémie est passée par là. La demande était élevée, etc. C'est une demande exceptionnelle. Là, on revient juste à la normale. OK? Donc, c'est à peu près... Il y a également d'autres situations liées aux tarifs douaniers, la politique en Chine ici, la réduction ici des dépenses au niveau académique et gouvernemental. Donc, ce sont des éléments ici temporaires qui impactent ce business en date d'aujourd'hui. Combien de fois les bénéfices le marché a eu tendance à payer pour ce genre d'entreprise? Vu que ce sont les free cash flow, le marché a eu tendance à payer combien? Aux alentours ici d'une vingtaine de fois les free cash flow. En moyenne, sur les 20 dernières années, c'est à peu près 21. Donc, je mets 20. Sur les 10 dernières années, il payait 25. Sur les 5 dernières années, il paye 25. Donc, pour moi, je mettrais 20 fois les bénéfices pour cette compagnie. L'acquisition me dérange généralement sur les compagnies. D'accord? J'aime souvent la croissance organique ici parce qu'on peut surpayer pour l'acquisition. Je comprends, ils ont leur formule magique avec le DBS, etc. Très, très bien, mais on n'est jamais à l'abri ici d'un problème à long terme ici. Donc, techniquement, je me situerai à 20 fois les bénéfices. Et 20 fois les bénéfices, lesquels? Pour moi, c'est simple. Il y a de fortes chances qu'on revienne à peu près au niveau de bénéfices net qu'on a connu en 2022. Donc, à peu près aux alentours ici des $10,24. Donc, $205 l'action. Et si on regarde un tout petit peu... Ah, non, qu'est-ce que je fais? On est au-dessus des free cash flow. Attention. Je prends ça, ajuster. Est-ce que c'est un business qui est généralement prévisible? Alors, on peut le voir ici en termes de free cash flow opérationnel, 70% du temps ici, enfin, 64% du temps, les analystes font des bonnes prévisions. En termes de cash flow opérationnel ici, on va se dire que c'est également 80% du temps en ajusté. Bénéfice ajusté ici, on a à peu près également 64% du temps. Et mon problème, c'est ne pas juste remarquer 64% du temps, mais également voir quelles sont les périodes où ça a été un peu plus compliqué. Et ces périodes-là, c'est après la pandémie. D'accord? Donc, on peut le voir ici, 2023, 2024, c'est un peu plus compliqué de faire des prévisions ici parce qu'on a eu quelque chose d'exceptionnel. Je peux comprendre.
OK? Depuis 2025, on est revenu à peu près à une normale ici, à quelque chose de normal. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette compagnie est capable de ramener le même niveau de bénéfices nets que les plus hauts de 2000, je pense de 2022, si ma mémoire est bonne. Bref, les plus hauts précédents, le plus haut précédent ici était en quelle année? C'était en 2022, pas le plus haut en termes de prix, en termes de bénéfices nets. Ma réponse sera oui. Oui, pourquoi? Vous avez l'ensemble des éléments ici et ça c'est en lien avec la taille du marché, le mode, le pricing power. OK? Donc, de toute façon, si vous avez un mode ici, il est de plus en plus en croissance, vous pouvez avoir un pricing power. Le pricing power se voit où? Au niveau des dépenses opérationnelles, au niveau des marges. Et il faut également mentionner une chose. C'est une compagnie qui a à peu près des marges plus élevées que Thermo Fisher, mais avec des dépenses opérationnelles, des bénéfices opérationnels équivalents. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de dépenses opérationnelles, on a des dépenses opérationnelles très élevées. Donc, elle pourrait avoir des marges très élevées ici. Et la question est de savoir pourquoi est-ce qu'elle a des dépenses opérationnelles plus élevées que Thermo Fisher. Ça, c'est une question. Bref, maintenant, si on se suit à 20 fois les bénéfices, les attentes d'ici de 2028 sont 9,91 $. Donc, par rapport à 2022, ce n'est pas très loin. Donc, ça donne 20 fois les bénéfices, ça donne à peu près 198 $, moins la dette nette actuelle, 198, moins la dette nette. On a ça combien? Voilà, 198 moins 21. Donc, 198 moins 21, 198 moins 21. Ça donne ici un target price de 177 $ l'action. Donc, je mettrai dans ma watchlist 177 $ l'action pour une entreprise comme Danaher. C'est une entreprise, est-ce qu'elle rachète généralement ses actions? On va poser la question ici. 178, c'est ça, 178? Enfin, 177, c'est la même chose. Est-ce qu'elle rachète ses actions ici? Globalement, oui, on aime ça. Ensuite, la dette nette sur EBITDA, on peut regarder, est-ce que moins de 5 ici, on a quelque chose alentour ici de 1,7. Et quand on prend la dette nette du point de vue volume, ça donne combien? Net dette ici, on a un volume à peu près de 13 milliards. Et par rapport au free cash flow, on génère des free cash flow de combien? Sur les 12 derniers mois ici, on peut rappeler la dette nette avec les free cash flow ici en moins de 3 ans. On aime ça. Donc ici, je reviens au niveau ici de la watchlist. Je vais sur Danaher. On va mettre 177 avant de terminer sur le dividende. Bon, pour moi, Danaher mérite d'avoir une place dans ma watchlist. Je reconnais également que la situation actuelle est, voilà, pas qu'elle est compliquée, mais voilà, je pense que c'est juste une mauvaise passe et ça va bien se passer pour le futur ici. Enfin, il y a de grandes chances qu'elle remonte la pente. Danaher, où est-ce qu'elle est située? Oh, un peu plus haut. Voilà. Donc, 177, 177, boum. Donc, je mets ici la date d'aujourd'hui et on met X20 BNF de 2021. Maintenant, je ne sais pas si le marché peut payer plus de 25 fois les bénéfices, etc. Tant mieux pour lui ici. Plus important, c'est de ne pas surpayer. Je dirais qu'au prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée. Et quand je dis le prix actuel, c'est en prenant en considération la baisse d'aujourd'hui dont l'entreprise est correctement évaluée. Et quand on dit correctement évaluée, il faut questionner maintenant la croissance, les relais de croissance, etc. Quelle est la part de marché qu'elle a? Est-ce qu'elle consolide un marché, etc. Donc, des questions qui pouvaient vous permettre ici d'avoir une idée générale sur la croissance de cette compagnie. Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me disais pleinement et royalement de gloire de me tromper. C'est une entreprise qui distribue un dividende. Si elle vous reverse la totalité du dividende ici, de bénéfices en dividende, vous avez 4,06%. 4,06%. Actuellement, c'est 0,80. Il y a de grandes chances qu'elle continue à augmenter les dividendes. Donc, pour ceux qui ont une stratégie de dividende à long terme, c'était voilà, une entreprise qui vous offre à peu près le meilleur des deux mondes, un potentiel d'appréciation de prix de l'action, même si ce n'est pas assez visible en date d'aujourd'hui, mais également, on ne surpaye pas pour un dividende qui pourrait à peu près augmenter rapidement sur les années à venir. Encore une fois, si la croissance est là, ça pourrait également être une très bonne chose. Et la croissance ici, par rapport au chiffre d'affaires et aux croissance des bénéfices nets, ok? Je ne parle pas ici de croissance du prix de l'action, ok? Donc, ce n'est que mon point de vue, comme je disais tantôt, et toutes les informations importantes sont en description de la vidéo. Donc, pour le reste, ici, on se donne rendez-vous sur les autres vidéos. C'est une entreprise intéressante à voir en watch it, et ceci n'est que mon avis.